Il y a un monsieur qui était à côté de la mairie où il y avait une flaque d'eau. Il a dit, si tu cherches mon chien loup, je t'achèterai des bonbons. Et puis moi qui aimais les bonbons, alors je l'ai écouté et on a été chacun de notre côté. Bonjour, c'était le 17 mars 1983. Ludovic Janvier, petit garçon de 6 ans, disparaissait du paysage, kidnappé en silence par un homme à quelques centaines de mètres de chez lui, laissant des parents, des frères, une sœur, dans le désarroi et le chagrin des proches qui, malgré le temps écoulé, 39 ans, n'ont jamais perdu espoir de connaître la vérité. L'enlèvement de Ludovic Janvier, élevé au sein d'une famille heureuse, symbolise à lui tout seul le cauchemar des rapts d'enfants, mais il illustre aussi cruellement les hésitations, les atermoiements, la lassitude d'une justice qui, faute d'éléments, d'indices ou de témoignages probants, s'est souvent empressée de classer l'affaire. Le dossier Ludovic Janvier aura ainsi suivi un chemin chaotique, soumis à des décisions déroutantes. Seule la détermination de la famille et de ses avocats a permis qu'il reste ouvert aujourd'hui. Saura-t-on un jour ce qui est arrivé au petit garçon qui aurait aujourd'hui 45 ans? Question posée à nos invités, dont le frère et la sœur de Ludovic. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Ludovic Janvier. C'était il y a 39 ans, au printemps 1983, dans la banlieue de Grenoble. Le petit garçon âgé de 6 ans va disparaître en quelques minutes dans un quartier passant et animé. Ce jeudi 17 mars 1983, en fin d'après-midi, la famille Janvier est presque au grand complet dans le petit appartement du numéro 21 de la rue du Docteur Roux, à Saint-Martin-d'Air, une commune limitrophe de Grenoble. 3 des 4 enfants sont là, les garçons, Jérôme, 7 ans et demi, Ludovic, 6 ans et le tout dernier, Nicolas, 2 ans. Il ne manque à l'appel que Virginie, 5 ans, la seule fille qui est chez sa grand-mère, dans la Sarthe, d'où la famille est originaire. Les Janvier sont arrivés depuis 3 semaines en Isère. Le père de famille, ouvrier pâtissier, a trouvé ici un poste d'agent communal. L'appartement, prêté par une tante, n'est qu'une adresse temporaire. Bientôt, tout le monde déménagera dans une maison bien plus grande. Aux alentours de 18h30, Jean-Bernard Janvier, le père de famille, demande à son aîné de descendre au bureau de tabac pour aller lui acheter un paquet de gauloises sans filtre. Jérôme s'exécute, accompagné de ses petits frères, Ludovic et Nicolas. Il se retrouve aux abords de la place de la République. Le quartier passant, bien éclairé. Sur le chemin du retour, il joue avec un chariot de supermarché abandonné au coin de la rue. Un homme en noir leur demande de faire attention, puis disparaît. Les frères Janvier poursuivent leur chemin quand un autre homme leur fait face, statique. Il semble les attendre. Jérôme ne va jamais oublier cette silhouette sans toutefois pouvoir en décrire parfaitement le visage. L'individu porte un bleu de travail comme un ouvrier de manufacture, des chaussures d'usine noires à fermeture éclair, un casque-bol de couleur claire avec des bandes réfléchissantes. Casque qui, dans ces années, est déjà passé de mode et généralement porté par les propriétaires de cyclomoteurs. L'homme aborde les enfants et leur dit « J'ai perdu mon chien loup. Si vous m'aidez à le retrouver, je vous achèterai des bonbons. » Le ton de l'inconnu n'a rien de menaçant. Il propose aux enfants de se lancer dans 2 directions différentes. Jérôme part avec son plus petit frère, Nicolas. Ludovic accompagne lui l'inconnu pour faire le tour du pâté de maison. Les 2 groupes se séparent. J'ai vu son inquiétude dans ses yeux. Là, j'ai compris que j'avais fait une bêtise, racontera des années plus tard Jérôme. C'est la dernière fois que Ludovic Janvier est aperçu en vie. Le père de famille est le premier à arpenter le quartier à la recherche de son garçon. Il entre dans les commerces, fait les halls d'immeubles, mais pas de traces de Ludovic. L'inquiétude grandit. À 20h25, la sûreté urbaine est alertée. Des patrouilles quadrillent le secteur. Personne n'a vu l'enfant. Jérôme aide les policiers à établir un portrait robot du ravisseur. Les caves, les greniers, les jardins sont visités sans succès. L'enquête de proximité établit toutefois un élément troublant. La patronne du bureau de tabac de la rue Jules Vallès indique qu'un homme accompagné d'un petit garçon est venu acheter des bonbons. La buraliste identifie Ludovic Janvier. Elle ajoute qu'une voiture a démarré dès qu'ils sont sortis, mais ne peut pas dire qui est vraiment monté à l'intérieur.
Et à ce moment-là, en fin d'après-midi, ce jour-là, la trace de Ludovic Janvier s'évanouit dans ce paysage urbain de Saint-Martin-d'Air, un décor qui n'a rien de désert, ni vraiment de risqué ou de dangereux. Aucun témoin ne va alors pouvoir mettre les policiers sur une piste. Bonjour, Jérôme Janvier. Bonjour, Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Je vous ai cité dans ce récit. Vous êtes le frère aîné de Ludovic, celui qui l'accompagne pour aller acheter ces fameuses cigarettes. Quel souvenir avez-vous de cette journée, Jérôme Janvier, journée du 17 mars 83 ? Cette journée, c'est une journée qui est gravée à vie pour nous parce qu'en fait, c'est le jour où il a disparu et on s'en remet toujours pas, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que notre père nous a envoyé chercher des cigarettes et puis on est partis tous les trois, Ludovic et Nicolas, et ensuite, en revenant du tabac, un monsieur nous a accosté pour nous demander de chercher son chien loup. Et en échange, il nous achèterait des bonbons. Mmh. Ensuite, Ludovic est parti avec le monsieur. Moi, je me suis dirigé côté maison parce qu'en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Dans le regard de mon frère, il avait peur, donc je suis parti chercher mes parents immédiatement, quoi. Cet individu, Jérôme Janvier, vous pouvez le décrire, je crois, mais sauf son visage, vous l'avez pas vu. À l'époque, c'est ce que je disais. Je lui donnais à peu près 45-50 ans, quoi. Assez bouffi, habillé en bleu de travail avec une veste noire et des chaussures à fermeture d'éclair, comme s'il sortait de l'usine, quoi. Avec un casque sur la tête. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait fait un portrait robot qui n'a servi à rien puisque on n'a pas pu le retrouver, quoi. Pas de signe particulier, c'est ça? C'était quelqu'un de banal, hein. C'était quelqu'un, physiquement assez fort, quoi. Un gars d'usine, quoi. Tout ce qui est banal, quoi. Par contre, ce que je me rappelle très très bien, c'est son bleu de travail et ses chaussures à fermeture éclair. Ça, et puis son casque, bien sûr. Pour moi, camouflé, quoi. On va faire un petit tour par Grenoble tout de suite avec Serge Pueyo. Bonjour Serge. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes le correspondant RTL à Grenoble. Je le disais, Saint-Martin-d'Air, c'est vraiment la banlieue très proche de Grenoble qui se fond dans la ville de Grenoble. Et c'est pas un lieu risqué. Même à cette époque-là, ça n'a rien d'un coupe-gorge. Ah non, pas du tout. Saint-Martin-d'Air, c'est, vous l'avez dit, la banlieue de Grenoble. Il y a du monde, ça circule. C'est pas un endroit isolé. Ce n'est pas un secteur où effectivement on se livrerait à un rapt d'enfants. Non, c'est à la vue de toute la population. Donc c'est vraiment un endroit a priori sûr. Mais c'est dans ce secteur effectivement qu'a disparu Ludovic Janvier. C'est un choc à ce moment-là, Serge, hein ? Un choc terrible dans toute l'agglomération grenobloise. Beaucoup de questions des parents qui se demandent qui a pu enlever cet enfant. Il y a un début de psychose qui se crée parce qu'effectivement un enfant de 6 ans qui disparaît dans de telles conditions, eh bien ça interpelle toutes les familles, tous les parents, et donc c'est un événement qui choque effectivement tous les habitants de l'agglomération de Grenoble. Il y a encore un mot, il n'y a pas de témoin, hein. Aucun témoin direct, à part effectivement, on vient de l'entendre, Jérôme, notamment le frère de Ludovic. Oui, et la buraliste. Et la buraliste, mais effectivement, personne d'autre n'a vu effectivement l'individu partir avec Ludovic. C'est vraiment le mystère le plus total. Bonjour maître Didier Seban. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes avocat avec Corinne Herman de la famille de Ludovic Janvier. On va évidemment votre expérience aujourd'hui et vos lumières nous sont précieuses parce que vous êtes les avocats qui sont à l'origine presque de la création du pôle Cold Case, hein, qui est chargé évidemment de remettre la lumière sur ces dossiers qui sont un petit peu perdus ou bien très anciens. On va évidemment en reparler. Didier Seban, on voit bien que à travers ce que nous dit Serge Pueyo et ce que disent Jérôme Janvier, les premières heures, elles sont cruciales dans ce genre d'affaires. Elles sont évidemment cruciales. C'est d'ailleurs pour ça que depuis, la France a mis en place un dispositif alerte enlèvement pour essayer de retrouver et de bloquer le criminel très tôt. Ça n'existait pas à l'époque. On va faire un certain nombre de démarches, on va interroger un certain nombre d'éléments.
on est souvent frappé dans ces vieux dossiers de la faiblesse de ce qu'il y a au dossier, parce que les enquêteurs n'enregistrent pas les témoignages, il faut les taper à la machine, c'est long, donc on ne retrouve pas grand-chose. Mais on sait qu'à l'époque, il y a eu malgré tout un certain nombre de démarches qui ont été naturellement faites. Alors justement, parce que ça c'est question de curiosité, ça m'intrigue, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, dans le dossier Ludovic Janvier ? Il existe encore en procédure ? Bien sûr, quand on est rentré dans ce dossier, il a fallu presque 3 ans pour qu'on en obtienne la copie, parce qu'il était perdu quelque part dans le tribunal du fait d'un changement de numérotation. Et c'est quand on a fait un scandale dans la presse, quand on s'est beaucoup énervé, qu'on a enfin compris qu'un changement de numéro avait pu faire disparaître le dossier d'un enfant. Mais on a trouvé des éléments d'enquête, de proximité, on a trouvé, on s'était intéressé, comme on le fait souvent, à la famille, que faisait le père, que faisait la mère, où était chacun. Évidemment, on avait reçu un certain nombre de témoignages de gens qui avaient dit peut-être avoir vu Ludovic à tel endroit ou à tel autre, et on a été vérifier ces éléments-là, mais l'enquête s'est vite arrêtée. Au bout de 3 ans, on s'arrête. Oui, c'est ça va très vite. Jérôme Janvier, encore une petite question. Vous avez tout de suite alerté vos parents. Vous allez chercher vous-même Ludovic partout, c'est ça, à ce moment-là ? Oui, très vite. Dès l'instant que j'ai été chercher mes parents, je suis rentré dans la pièce, j'ai dit on a pris Ludovic. Mes parents se sont mis à hurler dans la maison, et puis ils sont partis en trombe. Et puis voilà, après la police, ça a été assez vite, quoi. Le quartier a été fouillé le soir même. La plupart du quartier a été fouillé, mais on n'a rien pu faire, quoi. Ça s'est fait très très vite. Un quartier fouillé, mais l'enquête démarre sous de mauvais auspices, absence d'indices, de témoignages. À l'époque, ni téléphonie, ni vidéosurveillance. La justice va rapidement, trop rapidement, se lasser de cette affaire. Dans les semaines qui suivent le rapt, la police judiciaire de Grenoble et les services de gendarmerie travaillent conjointement sur le dossier Ludovic Janvier. Les avis de recherche présentent l'enfant comme de constitution frêle, cheveux châtains, qui portait au moment de la disparition un pantalon gris, un pull et une chemise vert, ainsi que des chaussures de tennis. Les investigations sont confiées à la juge de Grenoble, Marie-Claude Massona-Espinas. Information judiciaire ouverte pour enlèvement par fraude et violence d'un mineur et séquestration. Les fichiers des délinquants locaux sont examinés, des témoins entendus. Les parents de Ludovic remuent ciel et terre pour tenter de retrouver leur garçon. Jean-Bernard et Marilyn Janvier diffusent des affiches avec la photo de Ludovic. Ils écrivent aux autorités et même aux ambassades. Le 21 novembre 86, soit 3 ans et demi après la disparition, la juge estime que ces investigations sont vaines. Fin de l'enquête, non-lieu. Les parents de Ludovic Janvier ont du mal à admettre la clôture du dossier, d'autant plus que les vérifications étaient loin d'être terminées. La justice n'aurait pas tenu compte d'une autre affaire, un rapt d'enfants dans le même secteur. Le 9 juillet 83, Grégory Dubrul, 8 ans, est assis devant son immeuble de la rue Adrien Ricard à Grenoble. Un homme en voiture l'invite à monter. Grégory se souvient d'un individu qui portait un short et puis d'un petit footballeur suspendu au rétroviseur. Puis plus rien. Il se réveille le lendemain, 10 juillet, à 26 km de son domicile, balancé sur un tas de déchets par son ravisseur qui avait tenté de l'étrangler, lui avait fracturé le crâne et l'avait laissé pour mort. L'enfant sera entendu 4 ou 5 fois par les enquêteurs, puis plus jamais questionné. À l'époque, aucun lien n'est établi avec l'affaire Janvier. 8 février 85, 2 ans après l'enlèvement de Ludovic, 2 spéléologues retrouvent le corps d'un enfant dans une grotte du Vercors. Les ossements sont non identifiés, mais ils ne seraient pas ceux de Ludovic. Alors que le dossier est refermé, les parents de Ludovic continuent inlassablement à rechercher leur fils, les années vont s'écouler. Au début, on ne comprend rien, témoignera Marilyn, la maman du disparu. On se dit qu'il va peut-être revenir le lendemain, puis les mois passent. Marilyn Janvier ne va jamais se résoudre à cette disparition inexpliquée. Elle va donc continuer à faire le siège des autorités. 24 ans vont ainsi s'écouler entre le non-lieu et la relance des investigations. Et on va voir dans le chapitre suivant pourquoi la justice s'est finalement décidée, sous la pression de la famille Janvier et de ses avocats, à rouvrir le dossier. Et justement, un de ses avocats, Maître Didier Seban, est avec nous dans le studio de l'heure du crime. 1986, 3 ans et demi après la disparition, vraiment on a le sentiment que aussitôt ouvert, aussitôt fermé le dossier.
Oui, alors que dans la mémoire de la famille, vous l'avez entendu avec Jérôme, c'est comme si c'était hier. Et ça restera comme si c'était hier et que la famille est certaine qu'on peut trouver la solution. C'est terrible parce que il va y avoir d'autres meurtres de petits garçons, d'autres disparitions dans l'Isère et qu'on ne reprendra pas, qu'on ne mettra pas en parallèle ces histoires. Et on nous dira que c'est une justice d'un autre temps. Je dirais que c'est malheureusement encore la justice que nous avons aujourd'hui. Mais c'est peut-être pas faux d'ailleurs parce qu'à l'époque, le rapprochement des dossiers, finalement, c'est pas une habitude. C'est un peu l'idée qu'un meurtrier ne tue qu'une fois. Il n'y a pas de tueur en série en France. Il n'y a pas. C'est américain. C'est des romans policiers. C'est des histoires qu'on raconte. Et pourtant, le docteur Petiot ou bien d'autres bien avant, la France avait eu ces tueurs en série. Elle en a eu. Et les a toujours eu d'ailleurs. Et elle les a toujours eu comme tous les pays du monde. Bien sûr. Et les a toujours eu comme tous les pays du monde. Mais dans tous les cas, il y a un fait qui s'impose, c'est qu'on perd du temps. Quand on ferme une enquête, on perd 1 an, on perd 2 ans. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. On ne rapproche pas les choses. Il y a des gens qui sont jugés. On ne suit pas l'actualité criminelle. Sachez que jusqu'à il y a quelques mois et des instructions du garde des Sceaux, un procureur de la République, par exemple à Grenoble, était incapable de vous donner la liste des meurtres non élucidés sur son ressort depuis 20 ans, depuis 30 ans. Incroyable. On n'avait pas la liste. Incroyable. Jusqu'à quelques mois, vous dites. Jusqu'à il y a quelques mois, puisque le garde des Sceaux l'a demandé. Je l'ignorais, c'est très étonnant et stupéfiant. Serge Peuillot, notre correspondant RTL à Grenoble, et vous connaissez bien cette affaire. Alors, je les ai évoqués, il y a le cas Grégory Dubrul et puis les ossements dans la grotte du Vercors. Ces deux affaires qui auraient peut-être pu faire tilt dans la tête des enquêteurs à l'époque ou de la juge. Oui, alors tout d'abord, la découverte effectivement d'un squelette d'enfant assassiné dans une grotte du Vercors, c'était en février 1985, donc 2 ans après la disparition de Ludovic Janvier. Tout à fait. Une autopsie est réalisée, on découvre que l'enfant, il ne reste qu'un squelette, pas de vêtements, rien. L'enfant a eu le crâne fracassé à l'aide d'un objet lourd, disent les médecins légistes. A priori, effectivement, ce n'est pas le corps, les restes du corps de Ludovic Janvier. Des examens ont été effectué. On ne sait pas qui est cet enfant assassiné, retrouvé donc dans cette grotte du Vercors. Et puis, il y a l'affaire Grégory Dubrul. Vous l'avez dit, il a 8 ans. On est le 9 juillet 83, donc quelques mois à peine après la disparition de Ludovic Janvier. Il est enlevé au bas de son domicile. On le retrouve dans une décharge dans le massif de la Chartreuse, au col de la Placette. Le ravisseur a pensé qu'il avait tué l'enfant. En fait, c'est un miraculé, Grégory Dubrul. Et donc, il a été enlevé à bord d'une Mercedes. Les enquêteurs vont examiner toutes les Mercedes de la région, toutes les plaques d'immatriculation avec des Mercedes. Mais malheureusement, l'affaire n'aboutira pas et l'agresseur de Grégory Dubrul ne sera jamais identifié. Mais dans les deux cas, Serge, les dossiers ne sont pas rapprochés. C'est ce que nous disait Non, ils ne sont Maître pas rapprochés. Seban. C'est ce que disait Maître Seban. Effectivement, chaque juge enquête sur son dossier. Voilà, c'est il ça. n'y a pas de mise en perspective de ces dossiers qui peuvent, effectivement, aujourd'hui, ça paraît une évidence, être liés. Bien mais sûr. à l'époque, il y a une culture judiciaire qui veut que chaque juge a son dossier et que chaque service, police, gendarmerie, travaille dans son secteur. C'est chacun dans son couloir, comme on dit dans l'athlétisme. Bonjour Virginie Janvier. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes la sœur de Ludovic, Jérôme et Nicolas. Vous n'étiez pas là ce 17 mars 1983. Vous étiez dans la Sarthe avec votre grand-mère quand votre frère a disparu. Virginie Janvier, on a entendu Maître Seban, on a entendu Serge Peuillot. On peut dire que l'enquête a mal démarré. Oui, ça a été un petit peu bâclé au début. Je pense qu'il c'était Ludovic, ça a été le premier des disparus de l'Isère, donc je pense qu'ils n'ont pas su faire correctement les choses. Ils n'avaient pas non plus les moyens qu'aujourd'hui on a. Et puis comme on disait avec Jérôme, il y aurait eu alerte enlèvement à ce moment-là, peut-être qu'on aurait retrouvé Ludovic aussi. Jérôme, justement, vous aussi, vous dites que l'enquête a été insuffisante, mal faite.
Pour moi, oui. Dès le départ, on a perdu du temps. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites parce qu'en fait, à l'époque, donc on vient me chercher, je fais un portrait robot et j'étais à peine écouté parce qu'en fait, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'aller chercher mon père et puis parce que souvent, quand ça se passe comme ça, on dit toujours que c'est les proches. Et le problème, c'est que ça aurait été mon père, j'aurais reconnu quand même. Donc la première chose, ça c'est ils sont venus chercher mon père à son travail pour pour l'interroger. Et puis ensuite, ma mère. On a perdu du temps. Ouais. Virginie, j'aimerais avoir votre sentiment. Selon vous, ce ravisseur, il n'en était pas à son premier enlèvement. Qu'est-ce que vous disiez en famille? Je sais pas. Parce que pourquoi Ludovic, pas plus que Jérôme, que Nicolas, ce jour-là, je ne sais pas non plus. Donc Ludovic était ciblé, c'était cet enfant-là qu'il fallait, et pas un autre. Hein. Donc pour moi, il y a eu quand même du repérage avant. Hein. Sachant que les garçons, c'était la première fois qu'ils sortaient. Donc, mais bon, pour attendre des enfants, il fallait absolument savoir que ce soir-là, ils allaient sortir. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des éléments qui nous échappent un petit peu quand même. Jérôme, on peut dire, parce que vous l'avez souvent raconté, que vous avez vu votre famille vraiment se disloquer avec cette affaire. Mon père mes parents sont tombés dans la dépression l'un et l'autre et voilà quoi. On a perdu notre père en 2007, donc... Il est mort de chagrin, c'est ça? Ouais, voilà, on peut dire ça. C'était une obsession donc pour vos parents, hein, et vous-même d'ailleurs de retrouver Ludovic. Oui, on a toujours été déterminés, ça c'est sûr. On veut savoir, on veut savoir, on peut pas faire le... On se répète souvent, mais on peut pas faire le deuil comme ça, quoi. Il est quelque part et malheureusement, s'il est plus avec nous aujourd'hui, il mérite une sépulture digne de ce nom, quoi. On peut pas... Quand on voit tout ce qui s'est passé autour avec l'affaire Maëlys, tout ça, comment on a retrouvé Maëlys, nous on imaginait un peu notre frère, vous comprenez bien, quoi. Il mérite quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça qu'on lâchera rien. Après avoir frappé à toutes les portes pendant plus de 20 ans, la famille du disparu va enfin voir ses efforts récompensés. Le dossier va être rouvert. Claire, pour son électricité, elle pense que vert, ça rime toujours avec cher. Mais sachez Claire qu'avec l'offre d'électricité verte ELEC référence d'Engie, en ce moment, le prix du kilowattheure est 20% moins cher que le tarif réglementé. Et jusqu'au 31 août, vous avez jusqu'à 60 € offerts. Eh oui, pour Engie, vert, ça peut rimer avec moins cher. N'est-ce pas, Claire? Appelez le 3101, service et appel gratuit. Voir conditions de l'offre et du comparatif de prix sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. 2008, le parquet général de la Cour d'appel de Grenoble annonce à Marilyn Janvier, la mère de Ludovic, ainsi qu'aux avocats la saisine de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, pour se pencher sur les affaires oubliées de l'Isère. Le dossier Ludovic Janvier en fait partie. Les avocats ont recensé une dizaine d'affaires de disparition d'enfants inexpliqués dans la même région. Il est trop tôt pour parler de meurtriers en série. Si on arrive à regrouper des affaires deux par deux, cela permettrait de lancer des pistes et de trouver des suspects, indique alors Maître Herman. Une cellule d'enquête de la gendarmerie baptisée Mineur 3838, étant le numéro du département de l'Isère, va piloter les investigations. 28 juillet 2010, les procureurs de Grenoble et de Bourgoin-Jallieu rouvrent 3 dossiers de disparus de l'Isère. Les juges de Grenoble, Catherine Léger et Marie-Laure Masse, sont chargés de réexaminer les affaires Charazed Bendouyou, Grégory Dubrul, qui avait survécu à son enlèvement et à une tentative d'assassinat, et Ludovic Janvier. Les gendarmes ont les coudées franches, mais contre toute attente, et en dépit de la volonté affirmée des enquêteurs, les juges referment le dossier le 10 novembre 2014, deuxième non-lieu. Les avocats déplorent que les magistrats n'aient pas reçu les familles. Ils regrettent que de nombreuses vérifications n'aient pas été faites. Et comme quoi la justice est têtue, puisque c'est le deuxième non-lieu prononcé dans cette affaire. Maître Didier Seban, à ce moment-là, vous êtes dans le dossier évidemment, oui. Et vous êtes en colère avec Maître Herman, parce que les vérifications, elles n'ont pas été faites. Non, elles n'ont pas été faites, malgré les promesses du procureur général aux familles, malgré cette cellule Mineur 38 qui va démontrer que les dossiers doivent être étudiés, regroupés, que certains dossiers, certains comportements sont rapprochés. On est en colère parce que ce fameux squelette d'enfant dont vous avez parlé, dont on n'est pas sûr que ça ne soit pas le squelette de Ludovic Janvier, il y a 2 expertises contradictoires à l'époque, eh bien, il a disparu.
Il a disparu. Alors, un mot là-dessus quand même. La justice l'a perdu, ce squelette. Il était dans les scellés. Il n'aurait jamais dû être dans les scellés. Et ces scellés ont été détruits. Donc aujourd'hui, on est incapable de savoir si ce squelette correspond à celui de Ludovic ou d'un autre garçon qui aurait disparu. Et on a été jusque refouillé dans la grotte pour retrouver des tout petits bouts d'ossements qui restaient à l'époque et pour essayer de voir si avec l'ADN notamment. Si on pouvait trouver de l'ADN. On est encore dans l'espoir de trouver quelque chose pour répondre aux familles. Donc il y a une sorte de mépris. Un petit garçon disparaît, une famille est brisée à 3 générations. Vous les avez entendus. Vous avez entendu Jérôme, pour lui, c'est encore comme si c'était hier. Et la justice, au fond, ne met pas en rapprochement les dossiers, refuse cet avis des gendarmes qui dit qu'il faut les travailler ensemble. Parce que les gendarmes, à l'époque, ils disent « on n'a pas fini ». Il faut faire des vérifications. Il y a du travail. Il y a des tueurs en série qui sont passés par là. Il y a Perry, un tueur suisse. Il y a un certain nombre d'investigations à faire. Et il faut qu'on aille porter le dossier devant la cour d'appel de Grenoble, qu'on proteste contre ce non-lieu pour que la cour ordonne aux juges d'enquêter. Donc c'est pénible. C'est un travail de Sisyphe. Là. Voilà. Chaque fois, vous remontez avec votre fardeau et vous êtes obligé de faire repartir la machine. C'est toujours très compliqué. Serge Pueyo, notre correspondant à Grenoble, un mot sur cette équipe de gendarmes, la cellule mineure 38, c'est quelque chose qui a fait avancer les choses parce que finalement il y a plein de dossiers qu'on avait presque oubliés et qui étaient éparpillés qu'on va retrouver, mettre ensemble. Oui, il y a eu beaucoup d'investigations de la part de ces gendarmes spécialisés effectivement dans cette cellule mineure 38. Malheureusement, les éléments recueillis ont été très parcellaires et n'ont pas permis effectivement de faire avancer les dossiers parce qu'effectivement il s'agissait souvent de faits anciens et il est très difficile, vous le savez, de retrouver des témoignages, des éléments lorsqu'effectivement les faits datent de plusieurs années. Alors bien sûr, il y a des recherches qui peuvent être menées par rapport à l'ADN, puisqu'à l'époque effectivement l'ADN n'était pas très développé, pas développé du tout même, et donc pouvoir refaire de nouvelles analyses, ça a payé dans des dossiers. Il y avait 2 meurtres d'enfants, de petites filles à Vorep en 1991 et 1996, donc près de Grenoble. Eh bien, l'auteur des faits, un certain Georges Pouille, a pu être retrouvé grâce à l'ADN, grâce à de nouveaux examens sur les éléments retrouvés sur les fillettes, et ça aboutit à son arrestation en 2013. Mais c'est effectivement sur d'autres dossiers, il est très difficile de retrouver des éléments probants pour arriver jusqu'aux auteurs. Et c'est bien la preuve que lorsqu'on s'obstine et lorsqu'on continue les recherches, eh bien ça finit par payer, et notamment avec cette arme que constitue l'ADN, même si c'est pas l'arme absolue, elle permet souvent de résoudre beaucoup de dossiers. Jérôme Janvier, frère de Ludovic, vous avez été déçu dans la famille par ce deuxième non-lieu? Ah oui. D'ailleurs, on a réagi aussitôt. Et on a la chance d'être accompagné d'avocats qui se sont battus à nos côtés pour que ça soit réouvert. Si on n'avait pas eu Didier Seban et Corinne Herman avec nous, à nos côtés, je pense que ça aurait été compliqué. Didier Seban, juste un petit mot. Pourquoi on l'a classé? Est-ce que vous avez une explication? Ces dossiers n'intéressent pas les juges, ils sont anciens, ils sont obligés de faire des statistiques, d'avoir du résultat. Au fond, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les cold cases ou les dossiers anciens, et donc ils ne s'impliquent pas dans ces affaires, ne serait-ce que parce que pour eux c'est des dossiers. C'est pour ça que nous insistons tant pour que les juges reçoivent les familles. D'abord parce que pour les familles c'est important. Et puis aussi parce que pour les juges, ça devient des dossiers vivants, ça devient des dossiers qui concernent des personnes. Des dossiers vivants et qui sont évidemment incarnés. La famille du disparu et leurs avocats vont faire appel évidemment de cette décision de non-lieu et parvenir au bout d'un an encore de perdu, à faire rouvrir le dossier. 23 juin 2015, 7 mois après le deuxième non-lieu prononcé par 2 juges, la Chambre de l'instruction ordonne un supplément d'informations sur 3 affaires dites des disparus de l'Isère, celle de Ludovic Janvier comprise. En clair, il est demandé que les investigations se poursuivent. Les juges Joséphine Scaramozzino et Catherine Léger sont désignés. Il leur est expressément demandé de rapprocher le cas Ludovic Janvier de ceux de Grégory Dubrul, 8 ans, laissé pour mort, et de Fabrice Ladoux, 12 ans, disparu en janvier 89 à Grenoble, violé et retrouvé mort dans un ravin de la Chartreuse.
La Chambre de l'instruction demande aussi de s'intéresser spécifiquement au cas de Michel Péry. Ce tueur en série suisse, appelé parfois le sadique de Romont, purge une peine de perpétuité dans son pays. On lui attribue une dizaine de meurtres, en très grande majorité des jeunes garçons ou des adolescents pris en voiture, violés puis tués. Il s'avère que Michel Péry était très actif au milieu des années 80, période de l'enlèvement de Ludovic Janvier. Virginie Janvier, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes la sœur de Ludovic Janvier. Est-ce qu'il y a eu des avancées dans cette enquête rouverte, enfin, j'ai envie de dire, et puis est-ce que des personnes ont été interrogées? Alors oui, il y a eu des personnes qui ont été interrogées, des suspects. Il y en aura encore d'autres. Il y a aussi des témoignages. Nous, moi, Jérôme, on reçoit régulièrement des témoignages qu'on leur communique, qu'on communique à nos avocats, et les avocats communiquent au service de la cellule, afin de voir si des pistes peuvent être ouvertes par rapport à ça. Virginie Janvier, vous avez, je crois, été rencontrer les juges de Grenoble il y a quelques jours. Est-ce qu'ils vous ont donné de bonnes nouvelles? Il y a des très bonnes nouvelles. Nous avons été convoqués là, le 22 mars dernier au tribunal de Grenoble. Donc nous avons revu les enquêteurs. La convocation était pour nous présenter la nouvelle juge. Donc déjà un petit peu le choc de savoir que nous changeons de juge. Et du coup, nous avions fait un petit rapport avec Maître Seban et Corinne Herman la veille, qui nous ont parlé d'une nouvelle cellule qui est ouverte depuis début mars. C'est le pôle Colcaise qui a ouvert à Nanterre. Et on nous a demandé si ça nous intéressait de transférer notre dossier à Nanterre. On a accepté. Donc on va dessaisir les juges de Grenoble, parce que changer de juge tous les 400 matins, ça commence à bien faire. Alors, merci déjà de nous donner la primeur de cette information. En gros, si je vous résume, le dossier Ludovic Janvier va être transféré à ce nouveau pôle d'investigation, le pôle des cold cases à Nanterre. Maître Seban, évidemment, vous avez été avec Corinne Herman à l'origine presque de la fondation de ce pôle. En tout cas, vous avez poussé pour que cette structure existe. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le dossier Ludovic Janvier. Ça va être peut-être le cas le plus ancien, d'ailleurs, que les gendarmes vont avoir à traiter. Oui, c'est pour nous une très bonne nouvelle. D'abord parce qu'on va avoir des juges volontaires, des juges qui vont ne faire que ça, que des crimes ou des affaires oubliées, des affaires non élucidées. Donc ils vont que se consacrer à ça. Le pôle va être animé par Madame Kéris, qui est la juge qui s'occupe de l'affaire Estelle Mouzin. Ils vont utiliser toutes les techniques modernes. Vous avez parlé de l'ADN, mais il y a aussi beaucoup d'autres techniques qu'on peut utiliser. Et puis surtout, ils vont rapprocher les dossiers, pouvoir faire le parcours criminel d'un auteur. Demain, je dirais, évidemment, il n'en est pas question. Il était trop jeune à l'époque, mais le Landais, par exemple, faire le parcours criminel d'un Lelandais, faire le parcours criminel d'un auteur, ce qui était en quelque sorte impossible dans notre système judiciaire antérieur. On va créer un fichier ADN des victimes. Ça veut dire que si on retrouve la trace d'une victime sur une scène au domicile d'un tueur, on pourra la comparer. Donc on sent qu'on passe à l'ère moderne dans l'enquête sur les crimes. Et dans l'affaire Ludovic Janvier, il y a le rapprochement avec Grégory Dubrulle quelques mois après. Il y a aussi celui avec Fabrice Ladoux qui disparaît en janvier 89. Vous l'avez dit, Fabrice Ladoux, il y a de l'ADN. Donc il y a l'espoir que cet ADN puisse parler et peut-être, grâce à la résolution de cette affaire, d'avancer sur celle de Ludovic Janvier. Donc on voit bien que tout pousse à rechercher dans la criminalité passée, dans l'histoire criminelle de notre pays, la solution d'un certain nombre de crimes oubliés. Et que pour une fois, peut-être les planètes sont alignées dans ce dossier Janvier. Et ça, c'est une très très bonne chose. On ne peut que s'en réjouir. Serge Pueyo, notre correspondant RTL à Grenoble, la piste des tueurs en série, là aussi, les gendarmes ont beaucoup travaillé dessus. Oui, ils ont beaucoup travaillé, les magistrats également. J'avais eu l'occasion d'évoquer le sujet avec l'ancien procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, qui lui estime qu'il peut y avoir des rapprochements effectivement entre 2 dossiers, voire 3, mais qu'il n'y a pas qu'un seul tueur en série. Il y a des auteurs différents. Il peut y avoir des auteurs différents, peut-être multiples sur 1 ou 2, voire 3 dossiers, mais effectivement, ça demande beaucoup de travail, d'investigation. Il faut un peu de chance.
la science qui progresse, tout ça mis bout à bout peut permettre effectivement d'arriver à des résultats sur certains dossiers. Dans le dossier Janvier, il n'y a pas eu d'arrestation? Alors, il y avait eu une arrestation à l'époque. Si, il y avait un suspect qui avait été mis en examen. À l'époque, on disait inculpé. 2 ans après les faits, c'est un employé municipal de 35 ans. Il s'appelait Antoine Guy. Il effectivement était sur Grenoble. Il avait été arrêté pour enlèvement. Il avait été dénoncé par des toxicomanes. Il y a eu des vérifications. L'homme a fait une grève de la faim en prison. Il a passé 52 jours derrière les barreaux. Et finalement, tout ça s'est terminé par un non-lieu. Mais peu de temps après, il a été encore impliqué dans une affaire d'attentat à la pudeur, là encore sur une petite fille, cette fois-ci de 5 ans. Il a été jugé et il y a eu encore une relaxe, donc cet homme a été mis hors de cause. C'est le seul véritable suspect qu'il y a eu à un certain moment sur l'affaire Ludovic Janvier. Le dossier va donc se retrouver au pôle Cold Case de Nanterre, dossier qui ne sera pas refermé. C'était la volonté d'une famille qui n'a jamais cessé de rechercher son petit garçon. Au mois de mars 2013, pour les 30 ans de la disparition de Ludovic, sa mère, Marilyn Janvier, racontait qu'elle n'avait jamais pu faire le deuil de cette histoire. Chez moi, c'est un cimetière. En ce moment, j'ai 30 roses sur ma table autour de la photo de Ludovic pour les 30 ans de sa disparition, confiait-elle. Je veux croire que Ludovic est vivant, même si la raison me conseille de le croire mort, ajoutait-elle dans le journal Le Parisien. À cette époque, la famille et leurs avocats avaient décidé de faire réaliser un portrait vieilli de Ludovic, de lancer un appel à témoins, plus particulièrement destiné à l'Italie, opération qui n'avait pas porté leurs fruits. Jérôme Janvier, le frère aîné, n'a qu'une peur, que sa mémoire s'efface et que le souvenir précis de ces derniers instants partagés avec Ludovic disparaisse. Et Jérôme Janvier, il est l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Et on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime, Jérôme Janvier. Ludovic, il est toujours vivant, vous avez toujours répété ça, vous y croyez? Ça serait mon plus grand souhait. C'est vrai que ça fait 39 ans, donc avec tout ce qu'on a fait, j'ai toujours un espoir. J'ai toujours un espoir, mais avec tout ce qu'on a fait, je comprends pas qu'on n'ait pas de nouvelles, quoi. Après, il suffit qu'il soit à l'étranger, et puis voilà, quoi. C'est le seul espoir qu'on a aujourd'hui. Voilà. Virginie, je vous pose la même question. Vous pensez que votre frère est toujours vivant? Aujourd'hui, je sais plus quoi penser. On a toujours un espoir, mais honnêtement, je sais pas. J'ai du mal à me mettre dans l'idée qu'il soit décédé, et j'ai du mal à me mettre dans l'idée qu'il puisse être encore vivant. Donc, et bon, après, on se demande ce qu'il a pu subir, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est plein de questions, et puis on dort pas, et on est dans du stress quotidien, avoir la réponse des questions qu'on n'aura jamais de toute façon. Jérôme, est-ce que avec le temps, vous avez souvent dit que vous aviez culpabilisé de l'avoir laissé partir comme ça, votre petit frère. Est-ce que ce sentiment de culpabilité s'est apaisé aujourd'hui? Non, c'est pas possible. Non, il est parti sous mes yeux, donc Noël il est pas là, ses anniversaires il est pas là. Il nous manque toujours quelqu'un. Oui, c'est sûr que c'est dur. Maître Didier Seban, on entend là, c'est même pas de la détresse, c'est cette espèce de souvenir qui ne s'efface pas. Et ça, ce sont les familles qui le disent. Effectivement, ces familles, pendant des années, les juges ne les recevaient pas. Vous êtes toujours battu pour ça. Oui, on se rend compte que on s'interdit de vivre tant qu'on ne sait pas. Finalement, la réponse judiciaire, dire qui c'est, le juger, c'est pas la vengeance que réclament les familles, c'est de savoir. C'est de savoir et d'avoir celui qui a causé leur malheur devant eux. Et on se rend pas compte et on se bat tous les jours, on écrit, on réécrit pour demander aux juges de recevoir les familles parce que là encore, quand elles ont face à elles cette souffrance, cette douleur, cette culpabilité, les juges relancent souvent les enquêtes et c'est ce qui renforce leur détermination. Et puis les familles ont même 20 ans, 30 ans après des choses à dire parce qu'elles vivent avec ça, qu'elles suivent l'actualité, qu'elles s'intéressent à tout ce qui tourne autour de cette disparition ou de ce meurtre et qu'elles ont des choses à apporter. On les écoute pas assez. On n'écoute pas assez les familles parce que... c'est pas dans les habitudes, c'est pas dans la mentalité, dans la culture. Il y a cette idée, ils sont là pour pleurer, mais ils feront pas avancer l'enquête.
Il y a cette idée, finalement, laissons les professionnels de la profession faire la profession, si j'ose dire. Or, dans l'activité professionnelle, mais je pense que les enquêteurs ont bien compris ça aujourd'hui, il y a d'entendre les familles. Quelquefois, nous, on a eu des pépites, et quand on les reçoit 1 heure, 2 heures, 3 heures, on leur fait raconter l'histoire, et on découvre des pépites qui permettent de faire avancer certaines enquêtes, et puis de résoudre certains dossiers. Depuis qu'on travaille avec Corinne, on est à plus de 20 dossiers anciens, criminels élucidés, par exemple. Donc, on peut, nous, on est convaincus qu'en travaillant, on peut évidemment donner des réponses à ces familles. Serge Pueyo, question difficile, mais quand j'écoute Maître Seban, vous allez peut-être pouvoir y répondre. Est-ce que, sur le terrain, est-ce qu'on peut estimer qu'aujourd'hui, il y a encore des témoignages qui peuvent surgir, des gens qui auraient vu quelque chose? Et c'est toujours important de rappeler les affaires à ce niveau-là. Tout est toujours possible, mais vous savez, après tant d'années, la disparition de Ludovic date de 1983. Il faudrait vraiment un coup de théâtre pour avoir une confidence aujourd'hui, en 2022. C'est vrai que ça paraît complètement fou, mais c'est vrai que les familles espèrent toujours et les enquêteurs ont toujours l'espoir qu'effectivement quelqu'un qui était au courant à un moment, qui s'est tué pendant des décennies, eh bien parle un jour, explique ce qui a pu se passer. Tout est toujours possible, mais ça devient de plus en plus compliqué. C'est sur le terrain, l'histoire Janvier, on n'en parle plus. Ludovic Janvier, c'est trop vieux maintenant. On en parle beaucoup moins, effectivement. Vous savez, les générations ont passé. On oublie un peu. Même si dans les médias, on en reparle de temps en temps, lorsque ça revient un peu sur le devant de l'actualité. Mais c'est vrai que l'oubli est là. L'oubli est là, malheureusement, il faut le dire. Un oubli, et c'est la crainte, hein, je le disais, Didier Seban, c'est la crainte du frère de Ludovic de voir sa mémoire s'évanouir. Il a très peur de ça, parce qu'il veut garder toutes ces images en tête pour peut-être pouvoir un jour témoigner. Oui, pouvoir être confronté éventuellement à l'auteur de leur malheur. Je crois, c'est vrai que le temps qui passe est une gêne dans ces affaires. Je crois aussi que ça peut être un atout, parce que si on regarde le parcours criminel, vous savez, par exemple, l'affaire Fourniret a pour une part, l'affaire Estelle Mouzin a pour une part été élucidée parce qu'un témoin a appelé 15 ans après l'association Estelle pour dire « j'ai croisé Fourniret dans la station-service à côté de Guermantes ». 15 ans après, à la suite d'une émission comme la vôtre. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a reçu une confidence, un codétenu, qui a su des choses et qui, maintenant, le temps passé, les liens familiaux s'étant distendus, pourrait parler et pourrait nous aider à donner une réponse à cette famille. C'est toujours possible. Donc, Jérôme Janvier, on va terminer cette émission avec vous et votre sœur. Pour vous, il y a quelqu'un qui sait quelque part, quelqu'un qui sait quelque chose? Parce que je suis certain qu'aujourd'hui, encore à ce jour, je suis certain qu'il y a des personnes qui sachent, qui ont vu des choses, qui pourraient parler. Je crois qu'il est grand temps de parler. Et ça soulagerait leur conscience. Donc voilà, je pense qu'on mérite de savoir. J'aimerais quand même que ma mère, avant de partir, sache. Parce que c'est pareil, elle vieillit et elle aimerait bien savoir où est passé son fils. Virginie, vous voulez peut-être lancer un appel à témoins là, sur RTL dans l'heure du crime, allez-y. Si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose ce 17 mars 1983 qui se manifeste par tous les moyens qu'il peut, gendarmerie ou autre, mais qui au moins qui nous laisse pas comme ça dans l'attente d'une telle souffrance, quoi. On veut juste savoir la vérité. Savoir la vérité. On espère qu'effectivement cette vérité, elle sera dite dans ce dossier Ludovic Janvier. Merci beaucoup Jérôme et Virginie Janvier. Merci Maître Didier Seban et Serge Pueyo d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.